On va essayer de le voir sur un schéma, mettant le lien entre le taux d'hormones hypophysaires, enfin hypothalamo-hypophysaire, le développement du follicule et le taux d'hormones sexuelles, c'est-à-dire oestrogène et progestérone, en même temps qu'en dessous, on voit comment est-ce que évolue le cycle de l'utérus. Donc, tout d'abord, il y a synthèse de GnRH et donc de FSH. Cela va donc stimuler les ovaires pour leur faire synthétiser des œstrogènes. On voit que le taux d'œstrogène augmente, ce qui entraîne, durant la phase folliculaire, un développement de la muqueuse utérine, donc de l'endomètre utérin. Puis, on voit que le taux d'œstrogène augmente fortement, c'est-à-dire que même s'il y a rétroaction négative sur le taux de FSH et LH, le taux continue à augmenter, puis dépasse un seuil. Dès lors, il va y avoir une rétroaction positive sur les complexes hypothalamo-hypophysaires, et on voit que soudainement, le taux de LH augmente fortement. On dit que l'on a un pic de LH. Ce pic de LH donc, va agir sur le follicule, pour lui dire de libérer l'ovule. On dit que l'on a l'ovulation. Comme il y a ovulation, il y a ensuite apparition du corps jaune. Ce corps jaune va synthétiser de la progestérone en grande quantité et de l'œstrogène en faible quantité. La progestérone étant synthétisée, il va y avoir développement des glandes de l'endomètre et spiralisation et développement également des vaisseaux sanguins toujours dans l'endomètre. Mais comme il y a beaucoup de progestérone synthétisée et d'œstrogène, il va y avoir ensuite rétroaction négative sur l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est pour cela que l'on voit que le taux de LH et de FSH chute. Et lorsque le corps jaune dégénère, s'il n'y a pas eu fécondation et donc nidation de l'embryon, eh bien le taux d'hormones de progestérone et d'œstrogène, comme il n'y a plus de corps jaune, chute. Il y a ensuite donc apparition des règles. Le cycle a été bouclé. Donc maintenant on va résumer cela avec un petit texte que vous aurez sous les yeux. Donc l'hypothalamus agit sur l'hypophyse par l'intermédiaire d'une hormone qu'on appelle la GnRH, qui signifie l'hormone de libération des gonadostimulines. Alors, il ne faut pas se prendre la tête sur ces termes bizarres. Hormone, on a vu ce que c'était, ou on va le définir après. C'est une substance qui a des récepteurs cibles et qui circule par voie sanguine. Donc c'est une hormone de libération des gonadostimulines. Alors, libération des gonadostimulines. Ça veut dire quoi ? Gonado, ça fait référence aux gonades. Les gonades, ce sont les organes, les glandes sexuelles, c'est-à-dire les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Donc, ça agit sur les gonades, donc ici sur les ovaires. Stimuline, pour les stimuler. Donc, c'est une hormone qui stimule les gonades. Et c'est une hormone de libération des gonadostimulines, c'est-à-dire une hormone qui stimule les gonades pour leur faire libérer d'autres hormones, entre autres ici les œstrogènes et la progestérone. Ensuite, l'hypophyse, une fois donc on va reprendre au niveau quand même de l'hypothalamus. C'est l'hormone de libération des gonadostimulines. Alors attention, je me suis un petit peu embrouillé, je reviens rapidement. Les gonadostimulines, ce sont des hormones qui vont stimuler les gonades. Oui, il n'y a pas d'erreur sur ce que j'ai dit à ce niveau-là. La petite erreur qu'on aurait pu comprendre, c'est que la GnRH n'agit pas sur les gonades. C'est une hormone qui agit sur un autre organe qui, lui, va libérer un produit stimulant les gonades. D'accord ? Donc, la GnRH, c'est une hormone qui va permettre de libérer, donc ça va permettre de faire libérer par l'hypophyse, les hormones qui vont stimuler les gonades. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une hormone de libération des gonadostimulines. Donc c'est une hormone qui stimule l'hypophyse pour lui dire de libérer d'autres hormones qu'on voit tout de suite en dessous, la FSH et la LH, qui elles vont stimuler les ovaires. D'accord ? Donc on résume vite. La GnRH, c'est une hormone qui stimule l'hypophyse pour lui dire de libérer d'autres hormones qui, elles, vont stimuler les ovaires. Donc l'hypophyse sécrète de manière cyclique deux hormones
qui sont actives au niveau des ovaires, les gonadostimulines, FSH et LH. D'abord la FSH, qui est l'hormone folliculostimulante, donc qui stimule les follicules. Elle intervient donc lors de la maturation des follicules ovariens et agit sur la sécrétion des œstrogènes. Puis ensuite, on a l'hormone lutéinisante, qui agit donc durant la phase lutéale, mais avant d'agir, en fait, elle n'agit pas durant la phase lutéale, elle va déclencher la phase lutéale, puisque lors de ce pic de LH, il y a ovulation, d'accord? Donc le pic de LH entraîne l'ovulation, et dès lors qu'il y a ovulation, il y a apparition du corps jaune, et donc de la phase lutéale. Donc la LH déclenche l'ovulation grâce à un pic de sécrétion en fin de phase folliculaire, puis provoque la transformation du follicule rompu en un corps jaune. Le complexe hypothalamo-hypophysaire détecte à tout moment les variations des taux sanguins d'hormones ovariennes, et en fonction des taux détectés, le complexe modifie son activité. En somme, les hormones ovariennes agissent en retour sur leur système de commande. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle une rétroaction. C'est-à-dire le fait que les hormones œstrogènes et progestérone puissent agir sur l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont les centres de commande de sécrétion des hormones sexuelles, eh bien, le fait de pouvoir agir en retour, c'est ce qu'on appelle une rétroaction. Généralement, la rétroaction est négative, on l'a vu. Les hormones ovariennes, plus précisément les œstrogènes, en faible quantité durant la majeure partie du cycle, vont inhiber, c'est-à-dire ralentir la sécrétion des hormones hypophysaires. C'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Cependant, juste avant l'ovulation, c'est-à-dire 1 à 2 jours avant, c'est pas 2 minutes avant quand même, le taux d'œstrogène dépasse une valeur limite. On parle d'un pic d'œstrogène. Dès lors que cette valeur limite est dépassée, eh bien, les œstrogènes vont agir de façon positive sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en leur disant de synthétiser encore plus d'hormones. Conséquence, le taux de LH augmente. Si le taux de LH augmente, le taux d'œstrogène augmente aussi, jusqu'à atteindre une valeur limite du taux de LH. C'est-à-dire qu'il y a une cascade qui se met en place, il y en a un qui augmente, qu'il faut augmenter l'autre, jusqu'au moment où il y a un taux de LH qui est dépassé, on parle de pic de LH, et lorsque ce taux est atteint, le taux de LH est suffisant pour agir sur le follicule et lui dire de libérer son ovule, c'est ce qu'on parle, on parle là d'ovulation. Cette rétroaction positive est fondamentale pour assurer un synchronisme entre la maturation des follicules et la commande hypophysaire de l'ovulation. En effet, tout se passe comme si le pic préovulatoire d'œstrogène, 2 jours avant l'ovulation, est un signal qui est envoyé au complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce signal indique donc à ce complexe que le follicule est mûr. Dès lors, eh bien, le complexe hypothalamo-hypophysaire répond par un pic de LH, déclenchant l'ovulation puisque le follicule est mûr. Après l'ovulation, la rétroaction redevient négative. Cependant, pourquoi est-ce que parfois les règles n'apparaissent pas systématiquement tous les 28 jours? Eh bien, comme on l'a vu, tout part du cerveau, de l'hypothalamus. Eh bien, si tout part du cerveau, cela veut dire que des facteurs externes tels que le stress, la malnutrition ou la photopériode. Alors, la photopériode, c'est la durée du jour et de la nuit. Donc, on est sensible, bien sûr, à cette durée variante du jour et de la nuit. Et dès lors, comme ça agit sur le cerveau, eh bien, cela peut toucher l'hypothalamus et dès lors légèrement décaler les cycles sexuels féminins, soit en les retardant, soit en les avançant.